de nouveau retour d'expérience et on commence tout de suite avec CS Group et Thomas Langézac. Merci. Très bien. Merci, bonjour à tous. Donc, Thomas Langézac, je travaille chez CS Group et on travaille surtout sur tout ce qui est des systèmes critiques, des systèmes où il y a des biens en jeu, etc. Et donc à ce titre-là, on crée par exemple, on construit nous-mêmes notre propre OS basé sur Linux. Et donc c'est là-dessus que après va faire oui, donc qui je suis, donc ça j'en ai parlé. Et pour justement le petit historique, parce que moi je suis passionné d'open source. Et vous pouvez aussi trouver mon nom vis-à-vis de tout ce qui est prévu. Par exemple, j'ai fait 15 ans de SSI avant d'en arriver ici. Donc, Sedux, donc l'idée c'est d'avoir une plateforme vraiment industrielle de génération d'OS. Ce qu'on voit souvent, c'est on prend un OS, on fait suivant, on configure un petit peu, et on essaie de tracer un peu tout ce qu'on a fait pour avoir des docs, pour pouvoir reproduire des mêmes installations. On essaye d'industrialiser un peu les choses, de les scripter, mais pour nous, ça ne va pas assez loin de la sécurité, et de la maintenance et de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, on a décidé de créer une plateforme d'industrialisation d'OS de type Linux. Donc, pour ça, on s'est basé sur Gentoo. Donc, ça, on va y venir juste après pourquoi. On a automatisé toute cette gestion, toutes les actions de compilation, pour ceux qui connaissent, pour la gestion des différents stages de Gentoo, pour obtenir au final l'OS final. Une chaîne de construction sur mesure, ça c'est pareil, je vais y revenir. Un outillage de toute la chaîne, vraiment de bout en bout. L'objectif, c'est de partir des sources. On fait ce postulat de faire confiance aux éditeurs qui fournissent du code source. Donc, on va vérifier justement, évidemment, tout ce qui est signature, on en parlait ce matin. Et à partir de ça, d'arriver à construire l'OS final et de manière reproductible, ce qui est très important dans un milieu industriel et sécurisé. Tout ça, on va le personnaliser par rapport aux besoins. Donc, on a différents besoins de durcissement, de sécurité. Sedux, c'est vraiment axé quand on a des besoins très très forts en sécurité. On travaille dans des milieux confidentiels, typiquement pour le ministère des Armées et d'autres situations. Donc, c'est vraiment dans ce genre de cas que Sedux a une vraie plus-value. On gère aussi tout ce qui est applicatif système, des configurations personnalisées, également tout ce qui est choix de matériel. On va venir juste après pourquoi. Et tout ça dans un objectif de support long terme. On parlait juste avant de reconstruire des Docker toutes les semaines. Nous, on est plutôt sur des projets où on fait de la maintenance sur 15 ans. Il faut savoir gérer ce genre de cas. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a construit justement cette usine Sedux. Globalement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un OS? Évidemment, on va avoir le noyau Linux, on va avoir des services techniques, on va avoir des outils de déploiement, parce qu'il faut garder en tête que ces OS, évidemment, il faut les installer, il faut les maintenir, il faut les utiliser. Des outils d'analyse de problèmes aussi, pour tout ce qui est debug. Sur cette couche, on va déployer des logiciels, soit des développements maison, on est également développeur chez CS, mais également tout ce qui est code, tout ce qui vient de la communauté open source, tout ce qui est même des logiciels propriétaires qu'on peut installer sur ces OS. Et enfin, les aspects configuration, on va personnaliser l'OS par rapport aux attentes de projet. Et donc, évidemment, on a des questions à se poser à tous les niveaux. Comment est-on sûr de tout ce qu'on installe dans le socle de l'OS, la confiance qu'on peut mettre dans tout ça, les différents services techniques, quand ils sont compilés, quand ils sont installés, quand ils sont configurés, les développements spécifiques. Donc là, on parle plutôt de la supply chain interne pour tout ce qui est développement logiciel, mais également les codes qui viennent de l'extérieur. On parlait justement de codes malicieux qui peuvent venir de l'extérieur. Et également dans les aspects configuration, où on peut avoir des problèmes de configuration. Donc, on a tous ces éléments à surveiller et du coup à sécuriser.
Donc aujourd'hui, dans Linux, évidemment, il y a un certain nombre de distributions qui existent, qui sont bien connues, type Red Hat, Debian, etc., qui vous fournissent des paquets déjà compilés. Ça permet d'installer en 2 secondes un logiciel. Par contre, nous, dans notre démarche, justement, on se pose la question, mais d'où viennent ces logiciels? Alors, OK, ils viennent des serveurs Red Hat, etc., mais comment ils ont été construits? C'est du logiciel, il faut les compiler. Quel compilateur on a pu utiliser? Quelles options de compilation on a pu utiliser? Quel est le contexte? Dans quel environnement? Les différentes options, etc., etc. Et du coup, est-ce qu'on a bien eu de la sécurisation sur toute la chaîne, sur toute cette partie du code source jusqu'au paquet? Donc nous, on est parti du principe qu'on ne faisait pas confiance à tout ça, d'où le fait de partir sur une distribution à base de source, donc qui fournit des outils pour pouvoir tout recompiler. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à Gentoo, qui est quand même assez connu et qui fournit des outils plutôt avancés là-dessus. Derrière, ça nous a permis d'aborder un certain nombre de problématiques de sécurité, justement. Typiquement, tout ce qui est limiter la surface d'attaque. Quand vous récupérez des paquets, ils ont été compilés avec un certain nombre d'options pour vous permettre d'utiliser tout ou partie des fonctionnalités du logiciel. Nous, l'objectif, c'est plutôt d'avoir uniquement les logiciels qui servent sur votre système d'exploitation. Pendant longtemps, typiquement, vous ne pouviez pas installer du Red Hat sans avoir le support LDAP dans les paquets, même si vous n'aviez pas d'annuaire. Donc nous, par défaut, tout ça, on va installer uniquement les logiciels nécessaires. On va réduire vraiment au niveau option de compilation toutes les dépendances qu'on peut retrouver pour réduire au maximum les fonctions et du coup la surface d'attaque. Et également, je parlais du matériel. Au niveau du noyau, on va activer que les modules qui sont nécessaires, donc que les drivers nécessaires. Donc typiquement, si on a une faille de sécurité par un driver qui est non utilisé mais présent dans le noyau, ou certaines options un peu particulières, nous, l'objectif, c'est qu'elles ne soient pas présentes pour ne pas les utiliser. Et aujourd'hui, quand vous prenez quelque chose de déjà existant, en général, vous avez justement tous ces modules. Sécuriser également les applications. Donc, vos applications, vous les compilez avec un compilateur. Donc, déjà, ce compilateur, il faut avoir confiance dedans. Et en plus, de plus en plus, il y a un certain nombre d'options pour sécuriser les binaires générés. Donc là, on active justement toutes ces options. Et enfin, sécuriser le système. On active aussi toutes les options dans le noyau avec tout ce qui est capabilities, les KSPP. On applique tout ce qui est guide de durcissement, typiquement fourni par l'ANSI. On fait aussi ceux de l'OTAN, le NIST, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de durci au maximum, tout en répondant aux attentes des différents projets, des différents clients, qui est de faire tourner l'applicatif métier. On va même justement jusqu'à mettre des parties du système en lecture seule, etc. Et donc l'approvisionnement, en entrant, justement, on a un certain nombre de paquets qui viennent directement de Gentoo Linux. Donc là, il y a tout ce qui est arbre portage de stage 0. Donc on va faire confiance dans ces éléments-là, sachant que les paquets, de toute façon, retéléchargent les sources au niveau des éditeurs avec tout ce qui est vérification de signature. Tout ce qui est mainteneur tiers, donc là, à voir ce qu'on accepte ou non. Donc c'est d'autres arbres de paquets. Tout ce qui provient directement des éditeurs, qu'on a pu nous-mêmes packager pour différents besoins ou adapter, et également ce qui vient en interne. Parce que même en interne, si une équipe de développement est dans un univers moyennement sécurisé, potentiellement il peut y avoir des vulnérabilités qui arrivent par là, et on a besoin de se sécuriser par rapport à tout ça. Et donc, retour d'expérience, ce que je mettais justement récemment, enfin, tout est en HTTPS, typiquement grâce à Let's Encrypt. Il y a tous les mécanismes de vérification d'empreintes. Je ne l'ai pas écrit, mais il y a tout ce qui est vérification de signature, évidemment, avec les clés, les certificats. Globalement, par contre, aujourd'hui, notre difficulté, c'est plutôt, on en parlait un moment dans une présentation, c'est de plus en plus, on a des logiciels qui au moment de l'installation et de l'utilisation, vont accéder à Internet pour accéder à des fichiers, pour récupérer des données, et ainsi de suite.
Et aujourd'hui, on est plutôt sur cette difficulté. Alors justement, on met en place des faux proxys pour maîtriser ce qui est mis à disposition, pour sauvegarder aussi, parce qu'on doit savoir gérer ça pendant 15 ans. Donc 15 ans plus tard, il faut savoir ressortir les fichiers qui étaient disponibles sur Internet aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est surtout là-dessus, les langages, les logiciels évoluent. Donc à chaque fois, on doit trouver des différentes parades. C'est pas tout le temps simple. Mais au final, on y arrive, mais c'est indispensable en tout cas pour maîtriser justement cette fameuse supply chain. Donc Cedux construit pour être un environnement hautement sécurisé. Donc évidemment, on a tout est géré en gestion de conf, on a tout ce qui est sauvegarde. Tous les logs sont sauvegardés, justement pour la confiance dans tout ce qui est compilé. Donc aujourd'hui, pour un OS minimaliste, si on met ça dans des feuilles A4, ça fait 40 000 feuilles. Donc il y a quand même un certain nombre de logs qui sont sauvegardés. On fait également tout ce qui est gestion documentaire automatique. Et la possibilité de reconstruire à peu près le même OS, même 10 ans après. Donc on fait vraiment en sorte d'avoir les bonnes options, d'avoir la bonne configuration, la bonne maîtrise pour pouvoir faire ça. Évidemment, tout ce qui est vérification, validation, qualification. On a parlé de durcissement, on a les tests de durcissement associés. Nos OS qu'on génère, on va, à chaque étape de compilation, de vérifier d'où provient l'input, avec tout ce qui est certificat et signature. Et également en sortie, nous, évidemment, on signe, on hache nos OS, tous les éléments qu'on peut être amené à fournir. Et la supply chain, je dirais, ça va même justement, c'est la dernière phase, ça va même jusqu'à au démarrage du système. Quand le système démarre, il faut être sûr que ce soit bien le système qu'on a installé. Donc, on a également activé toutes les technologies de Secure Boot, l'utilisation de TPM, pour assurer vraiment la traçabilité de bout en bout, depuis le code source jusqu'au système qui vraiment est en run en production. Et donc, en conclusion, ce que je mettais, on fait très attention à tout ce qui est collecte, surtout sur tout ce qui est éléments externes, avec évidemment la gestion de conf qui va avec. La construction, on repart le plus loin possible de la construction, c'est-à-dire qu'on reconstruit d'abord l'environnement de construction, et après on construit le système d'exploitation dans cet environnement. Parce que même l'environnement de construction, on dit qu'on n'a pas confiance dedans. Pour justement augmenter ce niveau de confiance et de maîtrise de construction du système d'exploitation. Et enfin, la partie livraison avec la vérification complète de tout ce qu'on a généré. On a des outils qui repassent sur les logs, qui revérifient tout ce qui est installé, si c'est bien conforme à ce qu'on souhaitait initialement. Donc vraiment quelque chose de bout en bout avec cette OS. Et après, j'ai d'autres plans, justement, on parlait un peu sécurité, comment on gère tout ça en sécurité. On parlait de la SBOM, c'est super important. Évidemment, on se base là-dessus. Vu qu'on construit l'OS et qu'on maîtrise tout, sortir la SBOM, c'est super facile. Même avec je ne sais pas combien de digits et de patchs appliqués sur des logiciels. Donc, on est capable d'avoir quelque chose de vraiment très précis. Au sein de l'équipe, on a également justement monté un CERT pour faire le suivi des vulnérabilités de tout ce qui peut se passer. Donc on a également été impacté par Log4j, comme tout le monde. Et on génère comme ça des rapports, donc soit, enfin là je ne fais pas tout à fait mis, mais soit quasiment instantanés quand on a vraiment une faille de vulnérabilité très critique qui sort. Soit hebdomadaire quand on a des vulnérabilités quand même assez importantes. Et puis après, c'est en fonction également de la réactivité du client, du projet. Parce qu'on a des projets qui, des fois, mettent du temps à savoir déployer des nouvelles versions, même pour des problèmes de sécurité. Donc, on va adapter les rapports par rapport aux attentes du client. Et donc, typiquement, Log4j, quand c'est sorti, donc c'est sorti dans la nuit. Le matin, on a eu les alertes, on a analysé, on a prévenu les projets. On a sorti le correctif dans la matinée et on a reconstruit les OS dans l'après-midi. En tout cas pour ceux qui voulaient déployer tout de suite en urgence et qui étaient les plus impactés.
Et du coup, des diffusions de nouvelles versions, parce qu'on parle d'ICS, mais il y a également la qui entre en jeu. Donc globalement, c'est plutôt sur demande. Évidemment, on recompile tout. Donc, ça prend quand même, on parle d'études, ça prend quand même un peu de temps CPU à tout construire, l'environnement, les choses, toute la documentation, la phase de validation aussi. Et dans le cadre d'une faille de sécurité, évidemment, notre équipe, en plus de livrer l'OS, livre, si possible, des mesures de contournement, des pages de contournement, parce qu'on ne peut pas tout le temps soit réinstaller un système, soit même le mettre à jour. Donc pour que les usagers puissent d'abord aller patcher un système et après appliquer la mise à jour, tout en maîtrisant dans le détail justement tout ce qui est fait. Et après le déploiement, c'est en fonction de l'outil du client. Nous, ce qu'on fournit, c'est un média d'installation. Chaque client a sa façon de déployer ses différentes mises à jour. On s'appuie et on va fournir les bons éléments pour rentrer dans le process. Peut-être être un peu vite. Donc voilà. Donc c'est luxe. Du coup, ça laisse le temps pour des questions. Voilà. Oui. Quand vous dites que vous n'êtes pas pouvez reconstruire avec les places, oui, c'est ça. On a passé pas mal de temps à justement bien étudier ce qui faisait que les binaires étaient différents. Alors évidemment, il y a des timestamps qui se baladent, mais il n'y a pas que ça. Pour pouvoir, quand on construit un binaire et qu'on reconstruit juste après, que ce soit vraiment à l'octet près la même chose. Et donc, ce qui nous permet, typiquement, quand on fait un patch de vulnérabilité sur une lib, donc par exemple, on a juste un point SO en fait, qui est patché. Quand on fait le diff entre nos deux ISO, avec tous les fichiers, avec tous les éléments, il y a juste ce point SO qui ressort. Et c'est vraiment que cet élément. Ce qui permet aussi de bien comprendre où sont les patchs de vulnérabilité. Et typiquement, dans certains cas, ces éléments, on est capable de les sortir pour pouvoir les déployer en prod à la main rapidement, en attendant une gestion correcte de la mise à jour. Et donc, quand vous incluez une nouvelle application, un nouveau binaire, un nouveau langage, vous êtes obligé de résoudre votre problème de sensibilité. Alors, si c'est pas possible. Alors, quand on inclut en fait des nouveaux applications, des nouveaux applicatifs, en fait, pour nous, c'est une nouvelle demande. Donc, on va générer un nouvel OS associé. Et c'est à partir de ce nouvel OS associé qu'on va après, lui, le gérer dans le temps. Il y a des évolutions autres. Cellux, c'est vraiment quelque chose d'assez pas fermé dans le sens où c'est pas open source, mais plutôt fermé dans le sens où on ne peut rien changer. C'est vraiment un OS, un certain nombre d'applications qui sont prévues, certaines manipulations qui sont prévues, et c'est uniquement ça qui est autorisé. Donc après, si on veut d'autres applications ou d'autres, il faut reconstruire, c'est une évolution, on va refaire un projet par rapport à tout ça. J'ai la suite de la question de Mickaël, c'est justement quand il y a de nouveaux packages qui arrivent, est-ce que vous contribuez à ces communautés-là pour que le build soit reproductible? C'est pas gagné d'avance. Alors, c'est pas gagné d'avance. on a déjà eu des soucis dans le passé et justement, dès qu'on tombe sur des problèmes, on participe à la communauté pour justement s'il y a soit des erreurs de packaging, soit même des erreurs côté éditeur, des problématiques qui auraient pu être mises en place, ou des bugs qui traînent, on participe à la communauté. On a des personnes de CS typiquement qui contribuent par exemple au noyau Linux directement. On en a qui contribuent à Gentoo. On a justement, l'objectif c'est, alors évidemment, on a nos outils internes, notre but pour arriver à faire tout ça de manière industrielle et extrêmement rapide et très maîtrisée. Mais quand ça touche tous les outils open source, en fait, on va fournir, on va ouvrir des bug reports côté communauté. C'est pareil. Et donc ça, on parle de l'OS, justement, on parlait des conteneurs. On est en train justement de se mettre en ordre de marche pour pouvoir faire également des conteneurs de la même manière. Donc avec toute la maîtrise, la minimalisation
le durcissement aussi de ces fameuses images. Oui. Tu disais tout à l'heure que effectivement tu mettais proxy, mais du coup la principale qualité d'attaque c'est d'être amnésique. Et donc du coup vous stockez une copie de tous les fichiers, tous les paquets que vous utilisez, ça, pour être sûr de pouvoir les retrouver 10 ans après. Oui, tous les entrants nécessaires à la construction de l'OS, que ce soit du code source, de la configuration, même du binaire si on n'a pas le code source ou autre, tout est archivé chez nous. Justement, typiquement, à un moment où on n'a plus Internet, on doit construire l'OS, on appuie sur le bouton, on attend le temps de génération et on obtient l'OS à l'identique. Donc vraiment, on sauvegarde tout et oui, ça nous prend de la place. Plusieurs terras liés à ça. Oui. Vous avez dit que vous recompilez toute l'intégralité de ce qui est nécessaire à votre OS à partir des sources. Oui. Mais pour la chaîne de build originale, comment vous faites? Est-ce que vous la recompilez aussi from source, mais avec quel compilateur? Et comment vous faites pour gérer ce problème de faut bien partir d'un binaire à la base? Alors justement, faut bien partir de quelque part. Donc on a décidé de faire confiance justement au stage 0 de Gentoo, qui amène uniquement la toute première chaîne minimale de compilation, qui nous permet de construire le premier compilateur, qui lui nous permet de construire l'environnement de compilation, et après on construit l'OS. Donc c'est de stage 0 à stage 5. On fait confiance dans le stage 0 et on reconstruit tous les stages un à un, avec justement nos options, nos profils. Évidemment, on s'appuie sur tout ce qui est Harden, donc des fois on tombe sur des difficultés parce que c'est un peu trop durci. Mais on reconstruit tout et on part du stage 0. Combien de versions? Combien d'instances? Aujourd'hui, on a 800 souches à peu près qu'on génère pour une quinzaine de projets. Et on est en train de déployer ça plus largement sur toute l'activité défense et sécurité de CS Group. Justement des projets souvent avec les ministères ou avec par exemple l'aviation civile. Et petit à petit, on en met justement de plus en plus pour assurer cette sécurité et aussi mutualiser les connaissances sécurité, puisque ça nous permet aussi d'avoir une équipe très forte en sécurité. Évidemment, on va former des développeurs à la sécurité, mais ils n'ont jamais le niveau d'un expert sécurité. Donc ça permet vraiment de tout maîtriser au niveau de l'OS, et puis après, l'applicatif qui vient se poser dans cet univers très, très sécurisé, très fermé. Donc de toute façon, on a toujours des échanges à avoir avec les développeurs, parce qu'ils ont fait des choses des fois pas assez durcies à notre goût, ou en tout cas qu'on a interdit de faire, pour qu'ils retravaillent et qu'ils développent leur code différemment. Et oui, aujourd'hui, c'est 800 souches et l'objectif, justement, c'est, enfin, on ne fait que monter sur tous les nouveaux projets, on les déploie avec du CDU, justement. Oui, vous dites que comme il y a un nouveau composant, du coup, vous régénérez un OS complet, mais du coup, quand vous avez 800 projets, c'est-à-dire que chacun a son OS avec ses composants, vous réintégrez ça dans la souche générale, et du coup, vous allez mettre sur les projets qui n'en ont pas besoin, certains composants, enfin, les projets, vous allez leur mettre des composants dont ils n'ont pas besoin, qui sont arrivés pour notre problématique. Alors, vu qu'on minimalise en fait les logiciels installés, chaque souche a sa liste de composants dédiés. Et donc, typiquement, si on a un problème et qu'on doit régénérer les 800, il faut pour générer les 800. On n'a pas de factorisation à ce niveau-là. Parce que justement, chaque logiciel, et en plus, en fonction des attentes clients ou du matériel sur lequel on tourne ou autre, on va avoir des options de compilation qui sont différentes. Et donc là, on a du spécifique à chaque niveau. Et justement, une des forces de Celux, c'est d'avoir industrialisé tout ça. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, tout se régénère. Alors, ça prend un peu de temps, mais tout se régénère. Ouais, donc vous avez vraiment une OS souche spécifique à chaque projet. Oui, c'est ça. Mais qui, au final, par exemple, on parlait d'OpenSSL. Au niveau de Celux, il y a quand même une certaine expertise sur la stabilité des logiciels et la confiance qu'on a. Donc, on essaye de mettre le même OpenSSL partout, par exemple. La même version, évidemment. Voilà.
pour avoir quand même, donc ce qui fait que pour chaque OS, on va recompiler le OpenSSL. En fait, on recompile le même. C'est juste dans son environnement, il a d'autres logiciels autour. On recompile le même. Donc, si on a une vulnérabilité, on sait comment la corriger et on sait comment la déployer et on ne le fait qu'une fois. Par contre, après, évidemment, il y a tous les tests de vérification, d'intégration, parce que derrière, ça peut avoir des impacts sur les applicatifs qui sont à dérouler. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre une partie de votre OS en lecture seule. Vous faites de l'OS immutable? Comment? De l'OS immutable? Oui. Oui, justement, on travaille là-dessus. En fonction de. C'est pareil, on utilise les technologies qui permettent typiquement de l'overlay FS pour pouvoir compléter, même si on est en lecture seule, mais tout en maîtrisant ce qui se passe. Justement, et d'avoir uniquement sur des partitions en écriture, là où il y a vraiment des données. Pareil, on durcit tout ce qui est noexec, tous ces éléments-là, on va tout activer. Et c'est plutôt en fait, c'est plutôt au niveau des applications qui vont devoir justifier qu'ils ont besoin d'avoir tel droit en plus, qui n'est peut-être pas tout à fait normal. Il y avait l'ANSSI qui avait produit il y a quelques années en open source ClipOS, qui l'avait diffusé. Est-ce que vous avez appris des trucs de ce projet-là ou c'est vraiment séparé? Alors, on a appris mutuellement. Il y a des personnes de CS qui sont allées à l'ANSSI. Mais en fait, Clip, c'est une philosophie un tout petit peu différente. Ils sont basés un peu sur la même chose, justement. On avait partagé l'idée à l'époque. Mais par contre, eux, ils ont plutôt fait le pari pour l'aspect sécurité, typiquement d'aller modifier des logiciels, par exemple. Nous, on a plutôt fait le pari des logiciels, on fait confiance à l'éditeur, et c'est ça qu'on intègre au niveau de ces logiciels. Donc et puis c'est pareil, au niveau de déploiement, ils font ça un peu autrement. Nous, on a essayé vraiment de rester sur les éléments, entre guillemets, de base de l'OS. Justement pour assurer une maintenabilité dans le temps. Clip s'est arrêté, Cellux existe encore. Et l'objectif, justement, nous, on continue d'en mettre partout, on continue de croître à ce niveau-là. Vous êtes open source sur l'échelle à l'origine, open source. Vous n'avez pas du tout d'assessment sur la qualité des binaires, enfin des choses que vous incluez. Est-ce que ça suit des bonnes pratiques? Non, ça, on ne surveille pas cette partie-là. On fait partie du postulat qu'on faisait confiance à l'éditeur. Après, par contre, évidemment, quand il y a plusieurs logiciels pour une même fonctionnalité possible, là, on va étudier les différents logiciels, la stabilité, la qualité du code, la qualité dans le temps, etc. Si c'est suivi, si ça existe depuis longtemps, pour faire les choix les plus pertinents. Mais par contre, on ne va pas, parce un OS minimaliste, c'est quand même un certain nombre de paquets. On ne peut pas aller auditer le code à chaque fois, à chaque nouvelle version de tous les paquets qu'on déploie sur les 800 souches. Donc, on est parti du fait de faire confiance à l'éditeur, mais on a quand même une liste limitée, entre guillemets, d'éditeurs. Ouais, alors peut-être juste une dernière, du coup, tu parlais d'éditeurs. Ça veut dire que tous les éditeurs avec qui vous bossez fournissent le code source, vous prenez des binaires? On fait les deux. Justement, donc, dans la communauté open source, généralement, il y a le code source accessible, il y a les façons de compiler, etc. Et typiquement, sur des partenariats avec des industriels où il y a des problématiques de propriété intellectuelle, typiquement, on fournit. On sait fournir une certaine partie de Cellux, par exemple, pour qu'ils puissent eux-mêmes compiler le binaire avec l'environnement de compilation et nous le fournir. Ou alors, ils peuvent même le compiler eux-mêmes et c'est à eux d'avoir confiance dans ce qu'ils sont en train de faire et de nous fournir le binaire pour qu'on l'intègre. Et nous, après, on l'intègre. S'il y a des erreurs, évidemment, on les remonte. Mais on intègre tout ça. Il s'agit de composants d'assez bas niveau, même quand vous parlez d'éditeurs, parce que typiquement, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs plus applicatifs, alors c'est peut-être pas le domaine, mais qui vont supporter Gentoo, par exemple. Oui, après, Gentoo reste un Linux. Donc, généralement, ça ne supporte pas officiellement, mais
en pointant sur les bonnes librairies, généralement ça fonctionne. En tout cas, on n'a jamais eu de problème jusque-là. Et par contre, en fait, ça peut être à tous les niveaux. Il y a certains partenaires, c'est plus typiquement des équipements externes. Donc là, on a besoin de drivers qu'il faut intégrer. Donc là, c'est plus du bas niveau. Mais également, des fois, c'est des applications de métier avec des IHM pour des opérateurs. Et donc là, c'est l'opposé, c'est le haut niveau. Donc on intègre à tous les niveaux. Au final, pour nous, ça reste un paquet qu'on déploie. Et là, on fait confiance justement au partenaire qui a fourni le bilan.